Une page à présent consacrée à la situation au Liban qui célèbre les 100 ans de sa création, un mois quasiment après la tragédie qui a fait au moins 188 morts et des milliers de blessés. Avec nous pour en parler sur le plateau de 64 minutes, notre correspondant à Beyrouth, Wissam Charaf. Bonsoir Wissam. Bonsoir. Vous avez vous-même été blessé grièvement lors de ces explosions. On va en parler dans un instant. Slimane Zeguidon, notre éditorialiste également, pour faire le point sur la situation au Liban. Avant de vous donner la parole, chers messieurs, on va commencer avec une image symbolique. Emmanuel Macron est donc sur place pour célébrer, si l'on peut dire, ce centenaire de la création de ce qu'on appelait à l'époque le Grand Liban. Et vous le voyez, il a planté un cèdre, symbole du Liban, qui est aussi sur le drapeau. C'était au village de Jage. Le président français affiche à nouveau sa solidarité envers la France. Image commentée par Adélie Floch. La patrouille de France survole le port dévasté de Beyrouth. Dans le ciel, elle laisse échapper les couleurs du drapeau libanais. Depuis le palais présidentiel, Emmanuel Macron admire le spectacle français aux côtés de son homologue libanais Michel Aoun. Deuxième rencontre pour les deux hommes depuis la double explosion du 4 août dernier. Emmanuel Macron poursuit son rôle de médiateur entre la classe politique et le peuple libanais. Dans la rue, à quelques mètres des lieux du drame, sa visite est vue d'un bon œil. La visite du président Macron est la bienvenue. Une relation historique lie le Liban à la France. Et il ne fait aucun doute que l'ensemble des Libanais apprécient cette aide. C'est bien qu'il soit venu. Les choses bougent. J'espère que ça aidera à faire bouger les choses. Être efficace et rapide, c'est tout l'objectif de la France au Liban. Mais le président le précise, pas question de parler d'ingérence. Mais selon certains médias libanais, la nomination hier du nouveau Premier ministre Moustapha Hadib, quelques heures seulement avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, n'est pas un hasard. Une idée qui trouve un écho au sein de la société libanaise. Quand on sait que le Premier ministre est quelqu'un qui était proche des cercles, entre guillemets, diplomatiques français, quand on sait, presque tout le monde le dit à mots couverts, que le président Macron personnellement a poussé pour qu'il y ait le choix du Premier ministre cette semaine, si, il y a de l'ingérence. Plus tôt dans la journée, le président français s'est exprimé en faveur d'une conférence internationale de soutien avec les Nations Unies. Une réunion qu'il s'est dit prêt à organiser à Paris à l'automne prochain. Et on va évoquer toutes ces questions avec vous, Wissam Charaf, correspondant TV5 Monde à Beyrouth. D'abord donc, racontez-nous ce que vous avez vécu ce 4 août. Vous étiez à Beyrouth, comme de nombreux Libanais, de nombreuses Libanaises. Qu'avez-vous vécu ? Écoutez, j'étais un peu comme tous les Libanais, comme vous le dites, c'est-à-dire je vivais ma vie normale chez moi, dans mon domicile, quand d'un seul coup, l'apocalypse a eu lieu, c'est-à-dire que j'ai vu devant moi ma ville, mon appartement exploser littéralement sous mes yeux. Ça m'a tout de suite fait penser aux images des essais nucléaires qu'on fait devant des maquettes. On voit ces images, ce souffle, vous parlez carrément d'un essai nucléaire. Ouais. Je n'ai jamais entendu un bruit pareil ou vu un spectacle pareil de tout qui explose de partout. Et vous êtes à combien de kilomètres de l'explosion ? On est à vol d'oiseau à 1 ou 2 kilomètres quand même, on n'est pas tout près et des quartiers entiers ont été rasés. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là ? Vous pensez à un attentat ? Vous pensez à un... On ne sait pas trop, j'entendais ce qui ressemblait à un bruit d'avion. Il y a beaucoup de Libanais qui ont entendu ce bruit, qui reste à ce jour inexpliqué. On ne sait pas si c'est réellement un avion ou si c'est un effet acoustique à cause de l'explosion qui débutait. Pour le moment, on n'a reçu aucune explication et c'est bien là le problème, c'est qu'il n'y a toujours aucun résultat de l'enquête. Mais moi, j'ai pensé à un missile, un attentat, une bombe, sauf qu'on était dans une zone complètement résidentielle à Achrafieh et que je ne voyais aucune raison de mettre une bombe. Et vous êtes gravement blessé à ce moment-là, vous-même. Tout à fait, tout à fait. Je me suis retrouvé grièvement blessé par des éclats de verre et j'ai dû aller faire 3 hôpitaux pour trouver un bloc opératoire qui puisse me soigner. D'ailleurs, notre équipe TV5 Monde et la rédaction vous appelle, mais vous dites je dois aller à l'hôpital en fait. Tout à fait, tout à fait. Il fallait que j'arrive à un hôpital par mes propres moyens parce que les rues étaient complètement jonchées de débris, de voitures hors d'état de fonctionner, de verres brisés. Donc j'y suis allé avec mon scooter. Quelles blessures ? Des blessures assez profondes au dos. Fort heureusement, aucun organe n'a été touché, mais d'autres gens ont eu beaucoup moins de chance que moi. Beaucoup de points de suture, on entend beaucoup de blessures très larges. Vous avez 70 points de suture 70 points de suture, au dos. Le verre, ça coupe énormément. Je le souhaite vraiment à personne. On va maintenant, Wissam Charaf, si vous le voulez bien, partir à la rencontre d'une femme que vous avez rencontrée. Elle s'appelle Pamela, c'est bien cela. Elle s'appelle Pamela, vous l'avez rencontrée il n'y a pas si longtemps. En fait, elle est médecin, elle a été formée en France. Elle veut aider son pays frappé par la crise économique, qui est en faillite, en pleine période de coronavirus. Et voilà que surviennent ces explosions. Tout change, elle perd espoir. Reportage.
Pamela Farah est médecin immunologue. Ce matin, elle se rend dans une pharmacie pour acheter des gants médicaux. À cause de la dépréciation de la monnaie locale, les prix ont grimpé. Avant, on achetait ça à 7 000 livres libanaises, max 10 000 livres libanaises. Aujourd'hui, je viens de l'acheter à 85 000 livres libanaises. Donc ça a augmenté de 7 fois, 8 fois, alors que les revenus sont les mêmes. La gigantesque explosion du port de Beyrouth il y a presque un mois a été le coup de grâce pour les Libanais qui tentaient de se relever. Pamela, formée en France, ne trouve pas d'emploi dans les hôpitaux libanais, pour la plupart en faillite. Alors pour soigner les patients, elle est bénévole dans un dispensaire. Ici, les plus pauvres ont accès à des médicaments et trouvent également une écoute, alors que l'État est aux abonnés absents. On avait du travail, on n'en a plus. Venez voir dans quel état est ma maison. Qui va me la réparer ? Parfois, les gens sont en train de faire un choix. Est-ce que je visite le médecin, je vais chez le médecin, est-ce que je cherche mes médicaments ou bien j'assure la nourriture à mes enfants? Au début du mouvement de contestation en octobre dernier, Pamela avait l'espoir que son pays puisse répondre aux aspirations d'une jeunesse qualifiée dont elle fait partie. Mais depuis l'explosion, son avis a radicalement changé. On ne sent plus l'appartenance à ce pays. Et les politiciens n'écoutent pas la voix du peuple. On a fait des manifestations, on a fait des révolutions et tout. Mais rien n'a changé, comme si le peuple n'avait pas dit un mot, quoi. Donc là, j'essaye de trouver un moyen pour partir, quoi. Pamela essaie de repartir en France ou dans un pays du Golfe. Mais avec la fuite des cerveaux, c'est tout un capital humain que le Liban risque de perdre, alors que l'État semble incapable d'entreprendre des réformes. Une étape pourtant primordiale pour sortir le Liban de la crise. Wissam, cette femme dit « Je ne me sens plus appartenir à ce pays ». Les mots sont durs, sont terribles. Si elle part, comme bien d'autres, c'est un coup terrible pour le Liban quand on sait le poids de la diaspora. Hein. Bien sûr, parce que le Liban, c'est surtout ces gens. C'est des gens capables, c'est des gens éduqués. Tout le monde fait de hautes études, tout le monde parle 3 langues. Si ces gens parlent, qui restera, à part les militants de ces partis politiques confessionnels, qui les maintiennent volontairement dans la pauvreté et l'ignorance pour mieux les contrôler. Oui. Donc l'ADN du Liban risque de s'en aller. Tous ceux qui peuvent, qui ont accès à un passeport, un visa, quoi que ce soit, partent. Et ceux qui restent sont complètement désespérés. Et de l'autre côté, la diaspora, elle, qui nourrissait un peu sous perfusion le pays, à cause de la crise bancaire, ne peut plus envoyer de liquide et d'argent aux Libanais qui sont sur place. Alors, l'histoire du Liban et de la France sont intimement liées. On le voit encore avec ce déplacement d'Emmanuel Macron. Ingérence ou pas, on va vous entendre à ce sujet, Wissam. D'abord, Slimane, rappelez-nous historiquement quelle était cette période exceptionnelle, il y a un siècle. Quel était le contexte au moment de la création de ce grand Liban? Le contexte, c'est la fin de la Première Guerre mondiale qui a mis fin à 3 empires, le russe, l'Austro-Hongrois et l'Ottoman. Ouais. L'Ottoman qui dominait le Liban pendant 4 siècles, de 1517 à 1917 ou 18. Et il se trouve que les grands vainqueurs, ce sont les 2 empires britanniques et français. Aux Britanniques ont échu l'Irak et la Palestine, à la France a échu la Syrie. Et dont la France, qui était reconnue par l'Empire ottoman comme la protectrice des chrétiens catholiques maronites, décide de diviser cette Syrie en 4 États et le Liban en territoire autonome qui avait déjà une certaine autonomie sous l'Empire ottoman. Mais la France a décidé de consacrer, de créer donc, d'annoncer le 1er septembre par le général Gouraud la création du Grand Liban. Et d'ailleurs, le drapeau de ce Grand Liban est dérivé du drapeau français. On voit la résidence des Pins, d'ailleurs, qui est aujourd'hui l'ambassade de France à Beyrouth. Qui est toujours le siège de l'ambassade de France. Et donc, ce Liban où les chrétiens, la France a veillé à ce que c'est protéger les chrétiens catholiques, donc maronites, soient majoritaires. En 1943, il y a eu un pacte national, c'est-à-dire à ce projet d'indépendance du Liban par rapport à la Syrie, se sont ralliés les musulmans sunnites et les chiites. Et à ce moment-là, le drapeau a été refondu avec tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et le protectorat français durera jusqu'à 1943, date de l'indépendance du Liban. Wissam, une question sur ces 2 visites d'Emmanuel Macron en à peine un mois. Hein, premier chef d'État, bien sûr, à s'être rendu au port de Beyrouth après les explosions. Pour vous, c'est quoi? C'est de l'ingérence? Il a été un peu condescendant, parfois en demandant des réformes de manière un peu directe? Je pense que ce qui est arrivé aux Libanais est tellement obscène et vulgaire que je pense qu'il a été très poli.
qu'on ne parle pas d'ingérence dans un pays qui a toujours été sous ingérence et toujours sous tutelle, que ce soit la tutelle syrienne, la tutelle américaine, la tutelle saoudienne, la tutelle turque. Les petits pays sont toujours sous la tutelle des grands pays. Ça date de la nuit des temps. Donc quand M. Macron vient faire un geste ou peut-être faire des accords politiques dont on ignore la teneur, qu'on ne vienne pas parler d'ingérence. C'est une la palissade. On sent, quand on ne connaît pas forcément la situation politique au Liban, qu'il y a peut-être un déclic. Le président Michel Aoun a appelé de ses voeux à la création d'un État laïque. Rappelons qu'aujourd'hui, on répartit les postes, les hautes fonctions politiques en fonction de la religion, sunnites, chiites, chrétiens notamment. Vous y croyez ? Moi, je compare ça à une classe de gamins. Le prof s'était absenté, il faisait la Java, et soudain le professeur entre en classe. Ah ben il est là, allez, on va tout ranger. On fait semblant de rien. État laïque, État laïque. Entre le dire et le faire, il faut qu'il puisse le faire. Et là, bon, il y a un premier Mais pour ministre. vous, ce serait quoi un État laïque ? Un État laïque, ce serait un État normal, où le mot confessionnalisme est aboli à tout jamais, et on pratique. C'est-à-dire que pour tel poste, on ne demande pas si la bonne personne doit être chrétienne, musulmane ou druze ou que sais-je. On prend la meilleure personne pour ce poste et on la met sans demander en quoi elle croit. C'est aussi simple que ça. Et on peut se marier civilement, ce qui n'est pas possible encore aujourd'hui au Liban ? Oui, ça date un peu... c'est un système qui est un peu moyenâgeux, mais on est également prisonnier, voilà, moralement, des chefs religieux qui sont alliés aux chefs politiques pour nous enfermer, et enfermer les Libanais, dans cette espèce de carcan confessionnel. Je ne vous demande pas si vous êtes croyant ou votre appartenance religieuse, Wissam, est-ce qu'il y a écrit votre religion sur votre carte d'identité ? Plus sur la carte d'identité, après une réforme qui a été faite récemment, mais sur l'extrait d'état civil, elle y est malheureusement toujours. Qu'on soit pieux ou pas, croyant ou pas ? La religion fait l'homme au Liban, et c'est ça qui fait le malheur du Liban. Slimane, on aimerait aussi vous entendre sur cette question. C'est vrai qu'on a voulu y croire, en quelques mots. État laïque, c'est ce que prône le président libanais. Le Hezbollah appelle à un pacte politique, à un changement de cap. Comment interprétez-vous cette... Alors, c'est un terme, surtout dans sa traduction arabe, Almania, c'est assez flou. Pour nous, en France, par exemple, c'est la séparation de la sphère religieuse qui reste privée, de la sphère publique qui est totalement profane. Au Liban, je crois que, et c'est ça l'urgence, et c'est ce que suggérait Wissam, c'est que il ne faut pas séparer seulement la religion de la politique, il faut déconnecter la citoyenneté de la religion de naissance de l'individu. Car le Liban, dans sa forme actuelle, n'est pas un État de tous ses citoyens. Il est d'abord l'État de 18 communautés religieuses officialisées. Et donc la laïcité, pour ce coup-là, c'est que la liberté religieuse, ce n'est pas d'être libre dans sa communauté où on est né. C'est de pouvoir vivre sa religion, c'est de pouvoir aussi la quitter, d'en changer ou de ne plus s'en réclamer, et que le lien entre le citoyen et l'État soit un lien direct et qui ne transite pas par une communauté sur laquelle règnent des caciques et des clercs qui vivent... Qui eux, vivent de leur privilèges, savent garder leurs privilèges aussi. Évidemment. Merci beaucoup Slimane pour cet éclairage, et merci Wissam Charaf, correspondant de TV5 Monde à Beyrouth. On vous souhaite un prompt rétablissement. On espère vous voir le plus rapidement possible sur les antennes de TV5 Monde.